Alors oui, Alex, on attend toujours le docteur Boileau qui va nous présenter une conférence de presse solo. Il y a là de la science, mais il y a là un message aussi. Hein? Il y a un message parce que on sent que M. Boileau répond à une inquiétude de la population, c'est-à-dire ce potentiel conflit d'intérêts ou cette proximité avec le pouvoir politique qui rend plusieurs personnes mal à l'aise. Parce que le directeur national de la santé publique occupe ce poste qui est très important dans le cadre de la pandémie, mais est aussi sous-ministre dans la fonction publique. Donc, ça en fait un haut fonctionnaire. Il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a une certaine proximité avec le gouvernement en place. Il y a toujours eu ce débat-là, je vous dirais, de voir s'il y a une distance suffisante entre le politique et le scientifique et savoir que la santé publique a les coups des franches lorsqu'elle émet des recommandations que le gouvernement devrait suivre. Et on en a parlé particulièrement au cours des dernières semaines, d'autant qu'il y a eu certaines critiques qui avaient été émises à l'endroit du précédent directeur national de santé publique, Horacio Arruda, qu'on n'est pas prêt d'oublier, qui était là pendant toute la première partie de la pandémie. Et avec cette pression-là, le docteur Boileau a dit que, d'abord, il a les coups des franches, il peut prendre ses décisions sans subir d'influence du gouvernement, mais que compte tenu de ces pressions-là, il pourrait effectivement tenir des conférences de presse séparées, ce qu'il s'apprête à faire dans les prochaines minutes. Et M. Boileau a aussi mentionné, et ça c'est fort intéressant, que il y avait aussi des avantages à participer à ces points de presse avec M. Legault, avec M. Dubé, parce qu'il pouvait préciser certaines choses sur le plan scientifique, il pouvait suivre le débat, intervenir et se faire poser des questions par les journalistes. Alors, il y a là une utilité, là. Oui, exactement. Puis là-dessus, il pense, comme le premier ministre François Legault et Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui ont l'impression que c'est nécessaire d'avoir les trois, le trio santé, devant les journalistes pour répondre aux questions, parce que ça fait un message qui est plus cohérent, qui est plus clair. On n'a pas besoin d'aller chercher une autre conférence de presse. Pour la population, lorsqu'il s'agit de regarder une conférence de presse, il est mieux d'avoir un seul rendez-vous où tous les acteurs peuvent répondre aux questions de façon à ce que le message passe bien. Et on veut utiliser cet avantage-là. Donc là, on a une conférence de presse aujourd'hui séparée, mais c'est pas l'exercice qu'il va y avoir chaque semaine. Et c'est la première fois que ça se produit depuis le début de la pandémie, si je ne m'abuse, là. Et ce sera exceptionnel, disait aussi le docteur Boileau, le premier ministre, en ce sens qu'on veut quand même maintenir cette habitude-là qu'on a de répondre aux questions avec l'ensemble des joueurs. Et le docteur Boileau qui ne s'est pas gêné pour dire aussi que M. Boileau qui s'avance. Alors, on va lui laisser la parole et puis on se reparle tout à l'heure, Alex. À tout de suite, Christian. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse concernant la situation de la COVID-19 au Québec du directeur national de santé publique, Dr. Luc Boileau, accompagné de la présidente directrice générale de l'INES, Dr. Michel Deguise, et de la conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique, Dr. Marie-France Reynaud. Dr. Boileau fera une allocution qui sera suivie d'une présentation de Dr. Deguise et nous prendrons les questions par la suite. Dr. Boileau, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir cette occasion de pouvoir m'adresser directement à vous, à la population. Je veux vous dire d'entrée de jeu que nous vous entendons clairement. Nous sommes très sensibles à tout ce que les Québécois vivent. On constate bien sûr que la majorité des gens continuent à suivre les mesures qui sont demandées et demeurent très mobilisés. Et on remercie tout le monde pour les efforts qui sont menés, qui sont faits par tous. Puis ça permet d'avoir de bons résultats. Mais on est certainement très, très au courant de tout ce qui se vit et on l'entend, on le voit, on le vit aussi et nos proches le vivent aussi. Alors, soyez assurés qu'on est conscient de ce qui se passe. On est ici aujourd'hui pour faire le point sur la pandémie de la COVID-19, qui n'en est pas à sa première épisode, mais je pense qu'on est arrivé à un moment qui est un moment charnière, parce que les choses évoluent et il y a des choses qu'on peut se permettre de changer, comme vous avez vu déjà cette semaine. Alors, après avoir frôlé une situation qui aurait pu être franchement dramatique dans les milieux hospitaliers, beaucoup de choses semblent vouloir se stabiliser avec des indicateurs qui déjà sont légèrement à la baisse depuis quelques jours à peine. Alors, on ne crie pas victoire, mais on sait que ça fait du bien de voir qu'il y a des choses qui s'améliorent et c'est important de le dire. D'ailleurs, Dr. Michel Deguise, qui est la présidente actuellement de l'INES, va nous présenter les projections
des besoins hospitaliers, de ce qui se passe en fait dans nos hôpitaux actuellement et comment on pense que ça va continuer à évoluer pendant les quelques prochaines journées. Alors, c'est la raison pour laquelle cette évolution-là nous permet de faire déjà, comme vous l'avez entendu cette semaine, certains assouplissements plutôt, pour commencer à progresser vers une vie normale. On ne peut pas aller très vite. Il faut continuer à avoir une approche de gestion des risques. C'est important. Cette pandémie-là est majeure. Elle est majeure ici au Québec. Elle est majeure partout dans le monde. Elle continue à faire des ravages. Elle devient certainement très préoccupante pour plusieurs. On en est conscient, mais il faut pouvoir gérer ce risque-là, tout le monde ensemble. Alors, les effets du confinement deviennent certainement durs pour la population, on l'a noté. On comprend et on espère que tout le monde va pouvoir en tenir compte autant que nous grandement. Et dur aussi pour les personnes qui sont dans les centres hospitaliers, d'avoir les clients eux-mêmes, les patients qui attendent ou qui sont là et ceux qui y travaillent, qui s'y dévouent et qui ont besoin aussi d'avoir une bonne dose d'espérance pour pouvoir se sortir de cette situation difficile. Alors, il faut donc rester prudent, aller progressivement pour ramener la vague le plus bas possible et éviter qu'elle reprenne. C'est ce qui est le plus important, là, c'est d'y aller d'une façon à ce qu'on puisse contrôler ce risque-là. Alors, ça demande un équilibre, vous l'avez entendu souvent, un équilibre qu'il faut maintenir et entre les bénéfices de réouvrir la société comme tout le monde le souhaite et les risques de se retrouver confrontés à la situation hospitalière que nous avons connue et que nous connaissons toujours encore en partie, et de ne pas retourner de ce côté-là. Donc, il faut donc y aller prudemment et il faut éviter tout recul. Ce ne serait pas une bonne chose pour nous de devoir annoncer des choses et de revenir. Donc, il faut prendre en considération, bien sûr, ce système de soins-là, mais aussi de prendre en considération le développement des jeunes en particulier, le mieux-être de la population, sa santé psychologique, son besoin de socialisation, son attachement et son besoin de se lier à la culture, son besoin de bouger, de faire du sport, de se mettre en forme, son besoin de changer ses idées, de relaxer. On comprend tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut y aller pour atteindre toute cette ouverture-là le plus vite possible. Alors, on prend des mesures qui sont fondées sur la science, celles issues, bien sûr, de nos propres données dans notre contexte québécois, on en a eu beaucoup d'expérience, on est capable de tirer tous les avantages de ces connaissances-là pour faire en sorte de proposer la séquence qui va être la plus bénéfique et la moins à risque pour le système de santé et qui permet, comme on le dit, de revenir à la normale. Alors, ça dépend, oui, du système de santé, si on peut progresser vers la normale, mais ça dépend aussi de vous, de tous. Alors, plus vous êtes vaccinés, plus vous allez chercher votre troisième dose, la dose de rappel, plus on va s'en sortir rapidement. Au moment où on se parle, on n'a même pas encore 80% des gens de plus de 60 ans qui ont été chercher leur dose de rappel. Et on le sait que ces personnes-là sont très à risque. Et le risque, là, c'est pas juste d'être malade, là, c'est d'être très malade, d'aller à l'hôpital, d'aller aux soins intensifs et d'en mourir. Alors, il faut être sérieux avec ça. Et c'est aussi des risques qui sont distribués de façon différente pour les autres groupes d'âge. Alors, on n'a même pas encore atteint 50% pour les 40 à 60 ans en date d'aujourd'hui. Alors, il faut vraiment que les gens prennent ça comme un appel pour les aider eux autres mêmes à se confronter au virus, puisque tout le monde, à un moment donné, va être en face du virus. On va tous se retrouver devant, c'est certain, mais là, il faut se donner les outils pour éviter de tomber dans ceux qui vont avoir des issues dramatiques. Et c'est la même chose aussi pour les 18-39 ans, il ne faut pas perdre ça. De ce côté-là, également, on n'a pas atteint le quart des personnes qui sont appelées, qui devraient aller se faire vacciner. Alors, il faut qu'on se donne des chances pour progresser tous ensemble, rapidement, mais ensemble. Alors, la clé, ça reste encore aujourd'hui la vaccination. Il y a énormément de doses qui sont disponibles. Tous les gens dans les centres de vaccination sont disponibles, prêts à vous recevoir et il faut aller en profiter et aller chercher ça. Les vaccins sont là, les vaccins, les différentes sortes de vaccins sont là, que ce soit du Pfizer, du Moderna. Les ouvertures sont toutes là. Alors, sachons donc en profiter. Pensons d'abord au fait aussi que nous devons maintenant vivre avec le vaccin, pas le vaccin, ben, tant mieux si on vit avec le vaccin, mais vivre avec le variant Omicron, sur lequel le vaccin a des effets
extrêmement bénéfique pour réduire les risques d'un développement d'une maladie grave et même de la mortalité, mais qu'il n'y a pas tant d'effets que ça pour réduire la transmission. Il y en a, mais ce n'est pas au complet. Alors, le virus va continuer à circuler et c'est pour ça qu'il faut savoir se protéger. Alors, ça demeure un outil extrêmement efficace pour éviter, comme on le mentionne souvent, les complications. Alors, je sais que tout le monde voudrait avoir plus de prévisibilité sur les assouplissements. On travaille solidement. On travaille le plus scientifiquement possible sur la séquence. Et ça doit être fait en fonction de l'évolution de l'impact sur nos hôpitaux. Donc, c'est difficile de donner un calendrier puisqu'il faut suivre cette évolution, comment elle va se manifester dans les prochaines journées, les prochaines semaines. Donc, on essaye d'être prévisible, mais il faut regarder ça évoluer et il faut donc tenir compte de ça et des taux de vaccination, ce qui va être un très bon indice pour nous permettre de réouvrir encore plus rapidement. Alors, notre objectif, ce serait de faire progresser ça une semaine à la fois. Donc, vous l'avez vu, déjà pour lundi prochain, pour le lundi suivant, et on espère une cadence comme ça. Et je pense que le gouvernement du Québec est très ouvert aussi à connaître cette progression-là. Il accueille très bien toutes nos recommandations produites jusqu'à maintenant. Alors, bien qu'ici au Québec, il faut suivre la situation de près, il en demeure pas moins qu'on a des signaux de l'OMS en particulier qui disent qu'à l'échelle mondiale, on est en train de passer vers un stade endémique plutôt qu'une pandémie comme celle qu'on connaît. Alors, un stade endémique où ça va continuer à circuler et c'est pour ça qu'il faut bien s'y préparer et donc sortir de cette vague, mais sortir bien immunisé pour nous permettre de faire en sorte qu'elle ne revienne pas. On n'est pas à l'abri de d'autres variants, il y en a d'ailleurs qui circulent en ce moment, mais la meilleure façon de se protéger, c'est d'aller chercher cette capacité immunitaire en se faisant vacciner, en bénéficiant de ça et en allant chercher sa dose de rappel, sa troisième dose comme on l'appelle. Alors, il faut désormais concentrer nos énergies à réduire les risques de complications, on le dit souvent. Et pour ça, je pense que vous m'avez entendu souvent le dire encore en ce moment, allons se faire vacciner. Alors, on vous attend dans ces centres-là. Et si je peux ajouter, c'est que, bien sûr, on l'a mentionné, là, que c'est très accessible, les centres de vaccination, et de vous inviter à y aller, ça a été dit. Et il n'y a pas de risque à recevoir cette dose-là, même si les gens peuvent se dire, il me semble que j'ai eu, moi, l'infection récemment. Alors, oui, c'est vrai que dans le contexte actuel, ça circule beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont été contaminés. Alors, les personnes qui ont reçu un test PCR, comme on retrouve là, dans les centres de dépistage, qui était positif, peuvent certainement attendre quelques mois, 3 mois, avant de bénéficier de leur dose de rappel. Parce que c'est pas nécessaire de courir si on a eu déjà un test PCR qui nous démontrait que c'était positif. Pour les gens qui ont eu tout un syndrome grippal ou associé à la COVID et qui ont eu un test à la maison, un test positif, bien là, c'est une question de jugement. S'ils jugent que c'était vraiment une COVID avec tous les symptômes qu'ils avaient, puis le test à la maison, le test rapide était positif, ils peuvent attendre encore là quelques mois, 3 mois maximum, mais idéalement 8 semaines avant d'aller chercher leur troisième dose. Mais les centres c'est-à-dire les centres... pas les centres, mais le site pour prendre des rendez-vous sont ouverts et sont disponibles pour prendre les rendez-vous, non seulement actuellement, mais également au mois de mars, sinon au mois d'avril. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire pour cette dose de rappel si, pour un certain nombre d'entre vous, et il y en a plusieurs, avez déjà eu cette infection, soit documentée avec un PCR ou dans le contexte que je vous expliquais avec un test rapide à la maison. Mais encore faut-il que ce soit là. Si vous avez un doute, allez chercher la vaccination, puisqu'effectivement, il y a d'autres virus qui circulent et qui peuvent vous donner quelques symptômes apparentés à la COVID. Donc, ne pas hésiter à aller chercher cette dose de rappel. Maintenant, il y a d'autres outils aussi qui sont à notre portée, qui arrivent progressivement, les antiviraux, mais on ne peut pas miser là-dessus pour passer à l'autre étape que tout le monde souhaite. Là, oublions ça, là, on n'est pas là avec les antiviraux, c'est vraiment toujours cette vaccination. Maintenant, depuis cette semaine, on a également accès à des données qui nous aideront de mieux évaluer la progression de la maladie dans la population grâce à la nouvelle plateforme d'autodéclaration des tests rapides. Alors, cette plateforme permet aux personnes d'enregistrer elles-mêmes leurs résultats des tests de dépistage rapide et ça va leur permettre aussi, et à nous, d'avoir un portrait meilleur de ce qui se passe au Québec. Alors, ça vient de commencer. Donc, ne vous gênez pas, allez dessus pour inscrire justement si vous avez eu ou non cela. Alors,
que le test soit positif ou négatif. Là, vous verrez là, quand vous allez aller là-dessus, ça va être assez clair. Alors, les informations inscrites dans cette plateforme vont servir exclusivement à mesurer l'évolution de la pandémie. C'est pas lié avec aucune autre banque d'informations. C'est juste pour nous aider à suivre l'évolution de la pandémie. Alors, vous aurez d'ailleurs constaté que depuis ce matin, le bilan de la COVID-19 inclut ces chiffres-là. Ils viennent compléter le fait que les tests PCR soient réservés à certains groupes prioritaires. Donc, ça nous permet de suivre l'évolution. C'est un outil pour nous. Alors, une fois tout cela dit, je cède maintenant la parole au Dr Deguise de l'INES qui va nous présenter les dernières projections qui sont sorties ce matin de l'INES et je la laisse donc continuer. Merci. Donc, merci beaucoup, Dr Boileau. Je vais me permettre donc au cours des prochaines minutes de vous présenter des résultats que vous retrouverez également sur notre site Internet. Cette première diapositive vous permet de bien voir qu'au cours de la dernière semaine, on observe nettement une décroissance du nombre d'hospitalisations quotidiennes, donc le nombre de nouvelles hospitalisations par jour. Elle est observée seulement depuis une semaine, mais elle est bien observable. Ensuite, on pourra voir que quand on regarde le nombre d'hospitalisations pendant toute la semaine, pour la première fois au cours des 2 derniers mois, on observe une diminution. Donc, on voit une diminution du nombre d'hospitalisations par jour et elle se traduit pour la première fois depuis 2 mois par une diminution du nombre d'hospitalisations pendant toute cette dernière semaine. Cette diapositive-là vous permet d'observer que depuis le mois de novembre, la proportion des patients qui ont à séjourner aux soins intensifs est en réduction, plutôt stable depuis les dernières semaines, autour d'environ 10 %. Rappelons-nous qu'à certains moments, c'était aussi haut que 25, voire même 30 % des patients hospitalisés qui séjournaient aux soins intensifs. Ici, c'est une diapositive qui est un peu plus chargée. Je vais prendre un peu plus de temps pour l'expliquer correctement. Je vais attirer d'abord votre attention vers la gauche, vers le graphique de gauche. La ligne noire, la courbe noire, vous montre à quel point l'ampleur de la 5e vague a été importante en termes de nouvelles hospitalisations par jour par rapport à la 2e vague qui est dans un gris là, un peu plus pâle. Donc, la ligne noire, la courbe noire, c'est vraiment les cas réels qui sont survenus au cours des derniers mois et semaines. Et la zone entourée de bleu, mais ce sont nos projections. J'attire maintenant votre attention sur le côté droit du graphique où on a amplifié l'image pour que vous puissiez bien voir. Et ce que vous voyez, l'information qu'on livre là, c'est qu'il devrait y avoir une poursuite de la baisse du nombre d'hospitalisations observées par jour. C'est une baisse qui est modeste, qui n'est pas très accentuée. Une fois qu'on a fait les mesures du nombre de nouvelles hospitalisations par jour, ensuite, avec les collaborateurs de l'équipe de McGill, on est en mesure d'anticiper quel impact ça va avoir en termes de nombre de lits occupés dans les hôpitaux. Donc, de nombre de lits occupés pour les soins réguliers, les lits réguliers aux étages du côté gauche, et pour les lits de soins intensifs du côté droit. Ici, il y a des informations importantes à noter. La première, c'est qu'on projette une diminution du nombre de lits occupés par des patients COVID, atteints par la COVID, mais c'est une diminution qui est quand même modeste. Elle n'est pas extrêmement accentuée là non plus. Et vous voyez par les seuils qu'on identifie par les niveaux 1 à 4 qu'on reste malgré tout au-dessus du niveau 4 déterminé par le ministère, puis qui guide les éléments de délestage au Québec. Donc, il y a une baisse, elle est modeste et elle est encore au-delà là, donc, de ce niveau 4 dont on parle beaucoup. Maintenant, si on se déplace vers le graphique de droite, les soins intensifs, bien là, on observe aussi une très légère diminution, une tendance à la diminution du nombre de patients qui seront hospitalisés dans les lits de soins intensifs avec un diagnostic de COVID à l'échelle du Québec, atteignant autour de 250 patients sur une période de 2 semaines. Donc, ces informations-là, encore une fois, il y a un peu plus d'informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de l'INES si vous souhaitez les revoir. And may I just add a few words in English? With those figures that you Avec les chiffres que vous venez de voir, vous savez que la situation est vraiment délicate.
Et il nous faut donc continuer dans la prudence quand il est question de rouvrir toutes les installations qui intéressent la population. Donc, nous travaillons avec nos chiffres scientifiques et fondés sur notre expérience. Et c'est pourquoi, de semaine en semaine, nous pouvons progresser et en arriver à cette réouverture généralisée qui pourra protéger tout un chacun et être acceptable de mon point de vue. Donc, on peut être maintenant procéder à la période des questions. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la période de questions. Évidemment, une question et une sous-question par média. Nous allons débuter avec ceux qui sont présents dans la salle. Merci de dire votre nom et votre média, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Henri Ouellet-Vézina à la presse. Bonjour à vous trois. Peut-être une première question pour Dr Boileau. Parler d'assouplissement une semaine à la fois. Je comprends que c'est toujours difficile de déterminer ça en fonction de l'évolution, mais pour donner le maximum de prévisibilité, comme vous le dites, qu'est-ce qui, après le 7 février, serait le plus logique de rouvrir? Parce que là, on a déjà les cinémas qui vont ouvrir, les restaurants, il y a déjà beaucoup de choses qui vont ouvrir, le sport aussi également pour les moins de 18 ans. La prochaine étape, c'est quoi, selon vos projections? La prochaine étape, on y travaille. Aujourd'hui, je préférais ne pas vous donner tous les scénarios, mais on est en train de faire les assemblages qui tiennent compte des améliorations qu'on peut avoir d'une façon progressive pour le bien-être de tous avec les critères qu'on vous a donnés et qui tiennent compte également des risques qu'on a expérimentés dans nos propres contextes au Québec, des risques d'éclosion et de transmission. Et considérant aussi qu'avec le variant Omicron, il est beaucoup plus transmissible. Alors, il faut construire là-dessus. Et dès qu'on aura cette séquence-là et qu'on la proposera au gouvernement, j'imagine qu'elle sera rendue publique. Justement, peut-être en suivi sur le variant Omicron, j'aurais aimé ça vous entendre sur le sous-variant BA2. Là, on compterait une cinquantaine de cas au Canada, 5 au Québec selon l'INSPQ. Qu'est-ce qu'on sait de ce sous-variant-là et est-ce que ça pourrait basculer vos plans de déconfinement ou pas du tout? On ne croit pas que ça va basculer les plans de déconfinement, puisque si tous ensemble on progresse vers la vaccination, on devrait donc pallier au risque de ce nouveau variant qui prend de l'ampleur dans certains pays d'Europe, probablement qu'il est plus contagieux. Les données jusqu'à maintenant ne montrent pas qu'il serait plus dangereux en termes, autrement dit, amenant plus d'hospitalisation ou plus mortel. Mais on suit la situation de très près. On a des experts qui sont... on a un expert notamment qui est associé à tout le suivi de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on est informé régulièrement de ça. C'est un variant qui pose un certain nombre de risques, mais nous croyons et nous sommes assez confortables à dire qu'avec la vaccination actuelle, surtout si on va tous chercher ces doses, on ne se fera pas surprendre comme on l'a été par l'Omicron. Merci. Prochaine question. On s'en va en ligne, donc même principe. Vincent Larin, agence QMI. Oui, bonjour, M. Boileau. Ma question vous concerne. J'aimerais savoir si vous allez fournir un avis au gouvernement Legault concernant la contribution santé et pourquoi. Écoutez, la mission de la santé publique, que ce soit la Direction nationale ou toutes les organisations de santé publique, c'est vraiment de s'assurer qu'on améliore la santé et le bien-être et qu'on protège actuellement. L'enjeu, c'est de protéger la population des effets de ce virus-là. Et je pense qu'on concentre tous nos efforts pour ça et c'est là-dessus qu'on met nos énergies. Maintenant, c'est certain que toutes les mesures qui peuvent être prises pour accentuer l'élan vers la vaccination sont les bienvenus. Maintenant, il s'agit de mesures économiques et moi, je préfère ne pas commenter sur les mesures économiques. Ça ne relève pas de l'expertise de la santé publique. Et voilà. Oui, en sous-question? Oui, mais j'aimerais ça que vous me précisiez en quoi ça ne relève pas de la santé publique et que c'est une mesure économique. Mais c'est une mesure économique, c'est une mesure fiscale qui est proposée, qui sera débattue dans son cheminement vers un projet législatif. Et nous verrons si on peut utiliser des données de santé publique pour justifier ou pas justifier cette route qui est proposée. Mais chose certaine, c'est que le message de la santé publique, c'est prenons tous les moyens, d'abord nous autres mêmes, pour pouvoir bénéficier de cette troisième dose et de nous protéger de cette vague-ci et des prochaines qui pourraient arriver. Merci. Prochaine question. Simon Bourassa, de nouveau. Oui, bonjour. Je voudrais savoir
À quel point vous considérez l'aspect de la santé mentale des Québécoises, des Québécois, quand vous prenez la décision d'accepter des allègements aux mesures sanitaires? Comme vous l'aurez vu cette semaine, les premières mesures qui ont été proposées ont été faites en tenant compte de leur impact le plus large possible sur la santé psychologique, sur le bien-être des gens, en leur permettant de socialiser encore plus, de ne pas rester seul, de pouvoir inviter la famille, des amis, des voisins, et de pouvoir profiter aussi des restaurants pour vivre ces étapes-là, avec les autres choses qui ont été ajoutées. Donc pour nous, cet élément de santé psychologique, cette fatigue-là qu'on sent, qu'on documente également, est très importante. Mais tous sont en gros tannés là, de voir ces mesures-là encore être présentes, mais on a, je veux dire, faut fonctionner avec l'état du système de santé. C'est pas le seul déterminant, mais c'est majeur. Alors on tient compte de ça beaucoup et nos analyses sont portées là-dessus au premier plan. En sous-question? Je comprends que c'est loin d'être terminé tout ça, mais qu'est-ce que vous entrevoyez comme comportement en tant que société qui pourrait rester dans le futur là, pour se prémunir contre la contamination, une autre pandémie, je pense au port du masque, par exemple, la distanciation, tout ça, comme scientifique, vous voyez quoi comme mesure qui pourrait rester? Bien, c'est plus que le port du masque. Il va y avoir des changements. De toute façon, on le voit là, dans la société. Il y a toutes sortes de changements qui sont apparus avec ça. Mais chose certaine, c'est que, d'abord, je veux juste reprendre ce que vous dites. Là, quand vous dites c'est loin d'être terminé, attention, là, c'est loin d'être terminé avec les données dans ce moment. Mais si tout le monde va se faire vacciner, là, ça peut se terminer pas mal vite. Là. Alors, donc, c'est vraiment un élan là, qu'on peut se donner tous pour aller chercher ça. Et en même temps, il y a des mesures d'hygiène qui vont certainement être maintenu. On le voit aussi, même dans les périodes où il y avait une vague ou un creux de vague, on était, je pense, comme population, capable de maintenir des mesures de base là, assez visiblement. Mais quand ce sera endémique, sûrement qu'on va pouvoir revisiter d'abord toutes les mesures qui sont en place, ça va de soi, mais revisiter aussi nos façons de faire et suivre ce que la science nous dira. Prochaine question, Louis Lacroix de Cogeco. Bonjour, Dr. Boileau. Bonjour. Madame de Guise, j'aimerais d'abord savoir, cette baisse-là, vous l'attribuez à quoi, la baisse? Est-ce que c'est, par exemple, en raison, bon, on sait qu'il y a un taux, plus le taux de vaccination est élevé, on comprend là, que ça aide, bien sûr, mais est-ce que le taux d'infection dans la population a aussi une incidence, est aussi responsable de cette baisse-là, du fait qu'il y a de plus en plus de gens, on connaît tous là, des gens qui ont eu l'Omicron, entre autres choses. Et êtes-vous capable de savoir combien de gens au Québec ont été infectés par l'Omicron? En fait, premièrement, c'est certain que cette baisse-là est due à une baisse de l'infection, là. C'est sûr qu'il y a eu une baisse de la transmission, puis il y a eu une baisse du nombre de cas infectés. Sinon, on n'aurait pas une baisse des hospitalisations. L'un va avec l'autre. Donc, les mesures qui ont été prises, les mesures qui ont été observées aussi par la population, ont permis ça. Ça a permis de casser cette montée-là et de permettre donc une baisse des infections et à la suite, une baisse des hospitalisations. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, combien d'infections qu'il y a eu? Bien, il n'y a pas beaucoup de juridictions qui ont été capables de maîtriser ce nombre-là parce qu'il y en a eu tellement qu'on n'est pas capable de tout capturer ça. On a des indices qui nous viennent. D'abord, vous l'avez vu là, avec la question des travailleurs de la santé, où est-ce qu'on a eu des pics importants de ce côté-là. Ce sont des groupes qu'on peut suivre aussi. On a différents systèmes d'information qui capturent ces évolutions-là. On a eu plus récemment une étude du groupe Cyrano et on a des données internationales qui nous montrent qu'on parle d'énormément de cas. Tu sais, la semaine passée, on pouvait dire, ou dans les dernières semaines, là, les récentes semaines, qu'il y avait probablement, ce serait vraisemblable de penser qu'il y avait 40-50 000 infections ou des cas d'infection par jour. Alors, imaginez si on n'avait pas été vaccinés, pour ceux qui étaient vaccinés, imaginez le nombre qu'on aurait eu au niveau des hospitalisations, ça aurait été épouvantable. Donc, on estime qu'il y en a eu énormément, mais on n'est pas capable de dire le chiffre exact. En sous-question? Vous avez dit tout à l'heure, si tout le monde se fait vacciner, ça pourrait se terminer rapidement. Comme DSP,
vous avez des pouvoirs qui sont assez importants que vous confère la loi sur l'urgence sanitaire. Est-ce que vous avez songé à utiliser un moyen qui est légal, c'est-à-dire d'imposer la vaccination? Vous avez le pouvoir de faire ça, la loi sur la santé le permet. Y avez-vous songé? Nous savons que ça existe et on sait que ce n'est pas le moment de proposer ça. Donc, actuellement, ce n'est pas dans les cartons. Merci. Prochaine question, Alexandre Robillard, Le Devoir. Bonjour, M. Boileau. Bonjour, M. Robillard. Bonjour. J'espérais que vous m'entendiez. Est-ce que c'est le bon moment d'imposer une contribution fiscale aux non-vaccinés? Est-ce qu'on peut savoir ce que vous en pensez d'un point de vue de santé publique, compte tenu que les oppositions vous demandent votre avis, là? On veut savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous allez le faire? C'est un bon moment pour aller se faire vacciner. C'est un bon moment pour profiter de ce vaccin qui est très bon pour réduire nos risques d'hospitalisation, nos risques de mortalité. C'est un bon moment d'en profiter parce que ça diminue aussi la transmission pour toute la collectivité. Alors, le bon moment, c'est de faire ça, tout le monde ensemble. Puis pourquoi c'est pas le bon moment d'imposer la vaccination obligatoire? Parce que je pense que nous avons encore une capacité démontrée au niveau québécois que les gens peuvent aller vers la vaccination. On a une population parmi les plus vaccinées au monde comme vaccination de 2 doses. Là, il faut ajouter la dose de rappel. Alors, on a confiance qu'en exprimant ce message-là aujourd'hui, comme toutes les autres fois, que ça va se rendre aux bonnes oreilles, puis ça va faire en sorte qu'on va monter la vaccination, d'une part. D'autre part, il y a d'autres démarches qui sont mises de l'avant. Il y a d'autres démarches qui étaient mises de l'avant. Dr Reynaud est une experte dans ce domaine-là, et d'autres qui sont remises ou en tout cas propulsées encore avec les initiatives gouvernementales annoncées et pilotées par le ministre Carman. Merci beaucoup. Prochaine question, Valérie Borde de l'Actualité. Oui, madame, le tour est à madame Valérie Borde de l'Actualité. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, merci. Oui. Parfait. Bonjour à tous les trois. C'est votre première conférence de presse aujourd'hui sans vos confrères politiques du gouvernement. Depuis le début de la pandémie, on nous a beaucoup dit ce qu'il faut faire, mais on ne nous a pas tant expliqué pourquoi il faut qu'on le fasse. Est-ce que vous avez l'intention, par exemple, depuis maintenant que vous êtes plus à même de vous exprimer avec des scientifiques éventuellement à vos côtés, etc. Est-ce que vous avez l'intention de mieux expliquer à la population pourquoi telle ou telle chose? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on choisit de fermer telle activité plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre une 3e dose? Je pense que tout le monde comprend qu'il faut la prendre, mais il y a beaucoup de gens qui, pour l'instant, ne l'ont pas prise. Est-ce que vous l'avez assez bien expliqué et est-ce que vous comptez accentuer cet effort d'explication, entre guillemets, où on laisse parler la science? Bien, écoutez, c'est la première occasion qu'on a de répondre aux questions directement, sans être dans un cadre d'accompagnement, c'est pas tant un accompagnement, mais dans un cadre d'annonce par le premier ministre ou le ministre de la Santé. Et pour nous, c'est tout à fait correct. Et on va continuer à le faire aussi si ça s'avère nécessaire. Je pense que ça pourrait l'être, comme vous le dites, pour bien expliquer les choses. Alors, nous croyons que des occasions comme celle-ci nous sont données pour bien expliquer, mais nous les répéterons sur toutes les plateformes qui nous sont données pour accentuer la compréhension des risques sur le système de santé, d'une part, mais les risques individuels, c'est pas juste de ne pas aller à l'hôpital, c'est pour les gens de ne pas être malades et d'en mourir. Mais je vais juste rajouter quelque chose tant qu'à avoir l'ouverture pour ce faire. La 3e dose donne des bénéfices, c'est sûr, pour éviter ces risques-là. Mais ce que vous ne voulez pas faire, ce que personne ne veut faire, en plus de ces grandes maladies-là, c'est une COVID longue. Personne ne veut faire ça. Il y a déjà beaucoup de monde qui l'ont. On estime à des pourcentages très élevés ceux qui vont l'avoir, ceux qui ne bénéficieront pas de cette 3e dose, et vous ne voulez pas avoir ça. Ça, c'est dur, c'est long, ça fait
c'est dur, là. C'est dur d'avoir une COVID longue. Ça crée toutes sortes de problèmes. Alors, c'est pas juste d'éviter qu'on ait des hospitalisations, c'est pour éviter également la souffrance dans la population, celles qui vont être confrontées au virus et qui n'auront pas les moyens de la combattre aussi aisément que s'ils bénéficiaient de 3 doses. En sous-question, Mme Borde? Oui, pour l'instant, vous avez parlé déjà de développer certains indicateurs pour être capable de suivre la progression du virus, ou en tout cas la circulation du virus. Il y a les hospitalisations. Bon, la population est habituée à se fier sur les cas qui étaient peut-être pas parfaits, mais qui avaient l'avantage d'être simples à suivre. Quels indicateurs vous pensez utiliser, et est-ce qu'il y aura pour le public un genre d'indicateur comme un indice d'activité grippale là, qui réunissent puis qui permettent de se faire une tête sur ça va pas bien, ça va moyen, ça va plutôt pas mal? Merci. Dr Reynaud va répondre à la question. Oui, bonjour, Madame Borde. D'une part, je veux dire que les tests PCR qu'on avait en CDD, là, déjà depuis plusieurs mois, depuis le début, en fait, sous-estimaient la réalité, mais depuis plusieurs mois, on avait une majorité de Québécois qui n'allaient pas se faire tester ou n'allaient pas faire tester leurs enfants en présence de symptômes. Donc, on avait déjà des biais dont on tenait compte. On a modifié, là, force oblige, les priorités de dépistage et on prend une cohorte dans les gens qui vont se faire dépister, qui est celle des travailleurs de la santé, où eux ont facilement accès à des tests PCR et on suit les taux de positivité, l'évolution dans cette cohorte-là. On a aussi d'autres indicateurs, l'absentéisme dans les écoles, qui est un indicateur qui est assez sensible et qu'on commence à mettre en place. Par ailleurs, évidemment, les hospitalisations, les décès, mais aussi les tests qui sont faits dans les hôpitaux, qui évalue là, dans le programme de surveillance des maladies respiratoires, qui évalue notamment là, la présence d'influenza ou de virus respiratoire syncytial et de COVID, et on va intégrer ça à ça. Pour ce qui est de votre proposition, là, elle nous est arrivée, on la trouve vraiment intéressante et on est en train de la travailler, d'avoir un indice d'activité covidienne qui soit simple à communiquer à la population, parce qu'on ne peut pas penser qu'on va toujours continuer, là, quand la situation va s'améliorer, à diffuser les statistiques sur les hospitalisations, les décès et les cas. Mais comme il semblerait que la COVID se comporte comme un virus saisonnier, je pense que ça serait intéressant d'avoir cet indicateur-là pour communiquer à la population il commence à avoir de l'activité covidienne et ça serait peut-être le temps, si votre vaccination n'est pas à jour, là, d'aller recevoir un rappel. Merci beaucoup. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, ma première question, c'est pour la docteure De Guise. Vos projections, si je ne me trompe pas, ne comptent pas les effets de la rentrée scolaire. Donc, ils ne comptent pas une hausse de contacts, donc une hausse de cas, une hausse d'hospitalisation. Est-ce que c'est exact? Oui, merci pour la question. C'est tout à fait exact. En fait, nous, contrairement au modèle qui est préconisé par l'INSPQ avec leur groupe de chercheurs, eux, ils sont en mesure de proposer des scénarios, de proposer des hypothèses, puis d'essayer d'anticiper l'effet que ça pourrait avoir sur l'évolution des nouveaux cas, des hospitalisations et des décès. Nous, on n'est pas du tout au même endroit. Ce sont des projections à court terme, puis on se calibre sur les nouvelles hospitalisations en temps réel. Alors, il y a un historique de données d'hospitalisation. Évidemment, on concentre notre attention sur les dernières semaines qui précèdent là, nos projections. Puis c'est là-dessus qu'on se calibre. C'est un modèle biostatistique. En fait, ce sont 6 modèles biostatistiques qui sont moyennés et qui permettent d'anticiper le nombre d'hospitalisations qu'il pourrait y avoir donc dans des lits réguliers aux soins intensifs. Vous avez tout à fait raison. En seconde. Docteur Boileau, j'aimerais savoir si la tenue de ce point de presse était fait à votre demande et si oui, pourquoi? Ça a été fait à ma demande dès le début de mon arrivée. Mais je ne pouvais pas en faire avant. Là. Je suis arrivé, ça fait 2 semaines et un jour, ou 2 jours, excusez-moi. Donc, c'est très récent.
Puis j'étais pas tout à fait au courant de tous les aspects scientifiques qu'il y avait. Je suis pas encore parfaitement à point. Faut que je vous dise ça. Donc une chance que j'ai beaucoup d'experts autour de moi. Mais ça fait en sorte qu'on se sent plus confortable de venir rendre compte de nos points de vue. Pourquoi? C'est parce que je pense que c'est important d'avoir un dialogue plus direct avec la population et de soutenir les dispositions qui sont mises de l'avant sur le plan scientifique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la science nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous permet de dire aussi? Dans quoi on est plus certain? Dans quoi on est incertain? Parce qu'on accompagne le gouvernement dans ces décisions-là, puis c'est un privilège qui nous est donné, mais il faut bien l'utiliser, et on l'utilise de manière à ce que ce soit à bonne portée pour la santé publique. Notre job, nous, n'est pas politique. Elle est vraiment de santé publique, puis ça a été respecté, et tant mieux. Merci. Prochaine question, Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. Oui, bonjour, Dr. Boileau. J'en profite pour réitérer ma demande d'obtenir les données croisées sur les hospitalisations qui contiendraient le statut vaccinal, la tranche d'âge et les comorbidités, parce que c'est des arguments qui sont utilisés beaucoup par les gens qui sont contre les vaccins. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de comorbidité et qui ne sont pas très âgées ne sont pas vulnérables. Ma première question, c'est de savoir, vous parlez beaucoup de la science qui détermine des décisions. Je serais curieux de savoir quelle science est-ce qu'on a pu récolter sur les couvre-feux et la différence entre un couvre-feu à 22 heures et un à 20 heures, qui sont des couvre-feux complètement différents, qui ont des effets différents. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a appris de manière scientifique sur l'effet de ces mesures-là qui n'ont pas été adoptées nulle part ailleurs? J'invite le Dr Reynaud à répondre le mieux possible à votre question. Oui. Alors, quand on a décidé l'année dernière d'adopter un couvre-feu, c'est parce qu'on avait identifié que les rassemblements privés, là, les parties, étaient responsables d'un bon nombre de contaminations. À ce moment-là, il y avait très peu de données, mais il y avait quand même une étude qui avait été publiée par Santé publique France qui comparait différentes régions en France, celles qui avaient des couvre-feux avec celles qui n'en avaient pas, et aussi, j'appellerais ça la dose de couvre-feu, 10 heures, 8 heures et 6 heures. Et cette première étude-là montrait une efficacité du couvre-feu. Évidemment, il faut tenir en compte, c'est très difficile d'importer les études qui sont faites dans d'autres contextes, mais ça nous donnait quand même un indice que le couvre-feu pouvait avoir un effet. On a remarqué que chez nous, le couvre-feu a eu l'air d'avoir un effet et ça a été évalué par des chercheurs de l'Université de Toronto à quel point le couvre-feu pouvait diminuer les déplacements. Et en comparant Montréal et Toronto qui n'avait pas de couvre-feu. Et l'indicateur de déplacement est corrélé aussi avec le nombre de contacts sociaux. Donc, on sait que ce qu'on veut, malheureusement, ce qu'on trouve excellent en temps normal, mais en temps de pandémie, on essaie de diminuer les contacts sociaux. Alors, on a eu une étude locale là-dessus. Depuis, les couvre-feux ont quand même été employés dans plusieurs juridictions. La science est encore imparfaite, évidemment, à ce sujet-là, mais a montré des choses intéressantes et convergentes de ce côté-là. Merci. En seconde, M. Saint-Arnaud. En fait, juste ajouter que c'est certain que avant de remettre un couvre-feu, il va falloir que ça aille mal, puis pas à peu près. Mais quand il a été mis de l'avant, il y a quelques semaines, ça allait mal, puis pas à peu près. En seconde, M. Saint-Arnaud. Je vous remercie de cette réponse-là, Dr. Boileau. Mon autre question pour Mme de Guise. Dans les projections que vous nous avez données, il y a un des graphiques, je l'ai devant moi, là, où est-ce qu'on parle du nombre d'hospitalisations par jour, le nombre de nouvelles hospitalisations par jour, on l'a par mois, puis on l'a par semaine. Dans les deux cas, sur le bout de vos projections, ça remonte. On voit que ça remonte tranquillement. Là. C'est vos fameuses lignes bleues. Pouvez-vous m'expliquer ça? Pourquoi est-ce que ça semble remonter sur la fin de vos projections? Je rêverais d'avoir l'image devant les yeux à laquelle vous référez, mais
ce que je peux dire, c'est que quand on fait des observations quotidiennes des nouvelles hospitalisations, il y a toujours des petites variations. Souvent, on a tendance à vouloir moyenner les derniers séjours. C'est pour ça, pour aller chercher une tendance qui efface un peu les variations au quotidien, les oscillations qui sont amplifiées d'une certaine manière. Fait que je ne sais pas si c'est à ça que vous référez, mais il faut se donner le temps. Puis ça, c'est difficile. Il faut avoir la patience de se donner le temps pour voir l'évolution des prochains jours, puis voir si ces tendances-là sont des oscillations ou sont des vraies tendances, des réelles tendances. Alors, j'ose croire que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Prochaine question, Claudie Côté de TVA. Bonjour à vous trois. Ma question va être pour vous, Dr Boileau. Ce dimanche, il y a certains propriétaires de gym qui vont ouvrir leurs portes pour accueillir des clients en guise de protestation. On comprend que le déconfinement doit se faire de façon progressive, là, mais pourquoi est-ce que le sport, et particulièrement le sport en salle, est toujours le dernier à être déconfiné? D'abord, on est très sensible à l'exaspération des citoyens pour ne pas pouvoir faire les activités qui leur plaisent. On comprend ça. Mais il en demeure pas moins, avec les chiffres que vous avez vus, la fragilité du système hospitalier de nos lits, l'utilisation de nos lits, cette fragilité-là conditionne le fait qu'il faut absolument qu'on y aille progressivement pour ne pas relancer une vague à la hausse. Alors, les sports d'équipe en particulier, et même les sports individuels dans des endroits comme les gyms, ont été reconnus jusqu'à maintenant comme des endroits où on avait quand même beaucoup d'éclosions et on pouvait favoriser la transmission du virus qui circule toujours. Alors, nous serions heureux de pouvoir ouvrir ça et nous espérons le faire le plus rapidement possible si, une fois de plus, on peut s'assurer que le système va aller mieux et qu'on va prendre moins de risques et surtout que la population sera vaccinée, on va pouvoir ouvrir ça avec rapidité. En sous-question? L'Angleterre, aujourd'hui, a laissé tomber la plupart des mesures sanitaires qui sont en place. On se compare souvent avec l'Angleterre. Vous m'avez même déjà dit, on se compare souvent avec Londres. Or, ici, au Québec, la tombée de mesures sanitaires a toujours été associée avec certains indicateurs. Ça a longtemps été le taux de vaccination. Dernièrement, c'est la capacité hospitalière. Là, c'est quoi l'indicateur auquel les Québécois doivent se rattacher ou ceux que vous regardez particulièrement pour espérer déconfiner un peu comme ce que fait l'Angleterre? D'abord, l'Angleterre vit dans un contexte différent. Il y a plein de choses qui sont différentes. Les taux de vaccination, notamment la 3e dose, c'est différent du côté de l'Angleterre par rapport à ce qu'on a ici au Québec. Pour revenir à votre question, ce qu'il faut suivre, c'est l'état de notre système de santé comme indicateur jusqu'où on peut remonter les contacts. Et puis, si ça continue à bien aller, on va pouvoir accélérer ça. Mais la capacité du système de santé au Québec est moindre en termes de nombre de lits que ce qu'on va retrouver en Angleterre. Donc ça, c'est une différence importante. C'est pas que les gens ne sont pas compétents ni dévoués. Ils sont très compétents, très dévoués. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Mais le nombre de lits et donc le nombre de disponibilités et le nombre de personnel aussi est inférieur en toute proportion de ce qu'on va retrouver dans d'autres juridictions, et notamment en Angleterre. Donc ça, c'est un indicateur important. L'autre, vous l'avez nommé, c'est les taux de vaccination. Si notre population bénéficie de la 3e dose et qu'on réduit de plus que la moitié encore les risques d'hospitalisation entre 2 doses et 3 doses, là, on change le paysage, là. On est dans un nouveau monde, là. Et là, à ce moment-là, on est capable d'ouvrir plus rapidement. Donc, c'est vraiment important que les gens puissent en bénéficier. En particulier, bien sûr, les 50, 60 ans et plus, d'aller le chercher le plus vite possible. Ça va changer la donne et ça va nous permettre d'aller plus rapidement et ça va être plus beau encore qu'en Angleterre. Merci. Prochaine question, Véronique Prince de Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Boileau, je sais que dans les derniers jours, vous avez étudié davantage tout ce qui peut expliquer les décès. Est-ce que vous avez une meilleure idée à ce moment-ci pourquoi on a autant de décès cette vague-ci, puisqu'on est quand même pas mal vacciné? Je comprends qu'il y a beaucoup d'hospitalisations, mais on est vacciné. Oui. Écoutez, les décès au Québec
il y a au moins 3 choses qu'on sait. La première, c'est que la façon dont on calcule les décès liés à la COVID, elle est très généreuse, cette manière-là. Donc, on a même un système d'information spécial qui capte les décès et les décès directement de la COVID ou encore les décès de personnes qui souffraient de d'autres maladies, mais qu'on associe aussi à la COVID dans le sens qu'ils ont fait une COVID, donc on va les considérer comme des décès COVID. C'est pas la même manière que c'est calculé ou que c'est rempli, là, ces formulaires-là, dans d'autres juridictions, que ce soit aux États-Unis ou au Canada et en particulier en Ontario. Alors, juste la base de ça fait en sorte que c'est pas possible de comparer à l'heure actuelle les décès ou le nombre de décès qu'on a au Québec versus ailleurs, et en particulier en Ontario. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais le système d'information et nos manières de remplir, c'est différent. On est plus généreux là-dessus. L'autre information, c'est quand on regarde le passé récent, depuis le début de la COVID, jusqu'à le plus récent que les données nous arrivent qui sont comparées à l'échelle canadienne et des différentes juridictions, on note que le Québec a eu une surmortalité moindre, malgré la COVID, moindre que ce qu'on retrouve aux États-Unis ou en particulier dans plusieurs des États américains qui nous sont limitrophes, et moindre qu'au Canada et moindre qu'en Ontario. Alors, on est conscient qu'il y a une surmortalité, mais jusqu'à maintenant, la capacité du Québec à bien répondre à cette demande-là est assez bonne ou très bonne, mais il n'en demeure pas moins que pour l'instant, il faut assumer aussi qu'on a plus de risques. Notre population est moins vaccinée. Donc, allons-y. Ça aussi, ça peut expliquer cette différence-là. Et en particulier pour les groupes à risque, on rattrape l'Ontario, si on le prend comme indicateur, mais allons-y, profitons-en. Ça va nous aider dans tout. En seconde, Mme Prince. J'aimerais vous entendre encore une fois sur les purificateurs d'air parce que la pensée de la science peut évoluer et là, il y a de plus en plus d'experts justement qui commencent à dire que c'est efficace pour réduire les risques de transmission en classe. Mais les ministères éducation et santé continuent de ne pas le croire finalement. Alors, vous en êtes où à ce niveau-là? On est très avancé de ce côté-là. On a recensé tous, je veux dire, on est très solide scientifiquement de ce côté-là. Toutes les expertises toxicologiques, de santé publique et autres ont été mises en commun. Et il est clair que le milieu scolaire actuellement est sécuritaire avec la ventilation qu'il y a. Il y a certains endroits où on pourrait accentuer améliorer la ventilation, vous le savez, mais avec les mesures qui sont prises en classe, on pense que c'est très sécuritaire et qu'on n'a pas besoin d'ajouter des appareils qui ne sont pas démontrés dans un contexte scolaire pour d'être un facteur d'amélioration pour la COVID en particulier. Aucune démonstration scientifique de ce côté-là. Il peut y avoir des présomptions, mais les démonstrations scientifiques ne sont pas faites. Je vous dirais même celles qui sont prétendues sont probablement douteuses. Alors, on pense que c'est sécuritaire ce qu'on fait. On n'a pas besoin d'ajouter ces technologies-là, qui amènent aussi un autre problème. Merci. Prochaine question, Pascal Gaxet, Journal Métro. Alors voilà, Luc Boileau, le nouveau directeur de la santé publique au Québec, qui vient de présenter son premier point de presse détaché du politique. C'est quand même important. C'est un message que M. Boileau envoie, comme quoi, ben oui, nous sommes indépendants. Mais en même temps, le politique est important parce que c'est le politique qui prend les décisions en bout de piste. Donc, un point de presse où il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, mais beaucoup d'informations sur la façon de fonctionner des scientifiques et de la santé publique. Alex, M. Boileau qui insistait là, très souvent en disant « on vous comprend, on sait que vous en avez assez, on fait une gestion des risques, il faut gérer le risque ensemble et proposer la séquence d'assouplissement la plus bénéfique, trouver le bon dosage ». Je vais expliquer un peu aux gens à la maison, Christian, parce que savez-vous ce que ça me rappelle, ce genre de conférence de presse-là? Ça me rappelle un briefing technique, mais public. Hein, où souvent, avant une conférence de presse, les journalistes sont appelés à aller poser des questions aux scientifiques, aux responsables de la santé publique, à des techniciens là, pour essayer de comprendre la situation, dans ce cas-ci, la pandémie. Et là, c'est un peu l'exercice auquel on vient de se prêter. C'est-à-dire qu'on pose des questions, on a des réponses scientifiques pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre les projections, comprendre où on s'en va avec la pandémie, mais où il n'y a pas vraiment d'annonce de fait, où on ne parle pas de décisions qui sont prises ou de plans, par exemple, de déconfinement. C'est juste un portrait des lieux. Ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'on vient de voir. Et vous le disiez, ce qui est important de marquer pour le Dr Boileau, c'est le fait que
Oui, il y a des gens qui sont fatigués de la pandémie. Oui, il y a des gens qui commencent à se demander si ça vaut la peine d'adhérer encore aux consignes de la santé publique. Oui, il y a une diminution quand même importante des hospitalisations, en particulier aujourd'hui, 117 hospitalisations de moins, mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il faut aller se faire vacciner parce que on ne sait pas ce qui peut arriver avec le variant Omicron, parce qu'il y a eu un retour à l'école qui n'est pas encore calculé dans nos projections et donc que ça pourrait changer. Là, et la vaccination qui reste la clé. Hein? Il a dit si tout le monde, et je le cite, si tout le monde se fait vacciner, ça pourrait se terminer pas mal vite. Exact, parce que la vaccination n'empêche pas la transmission, mais lorsqu'on a 3 doses, on a beaucoup moins de chances de se retrouver à l'hôpital ou de décéder ou de mourir de la COVID. Et là, vous voyez le graphique qui a été présenté de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux aujourd'hui. Il y a une diminution des hospitalisations qui est encore assez lente, mais qui, dans 2 semaines, pourrait être l'équivalent de ce qu'on prévoit de 170 personnes de moins à l'hôpital par jour. Sauf que ça nous garde encore à 2500 personnes qui occupent des lits dans le réseau hospitalier. Donc, ce qui fait que le réseau est encore extrêmement fragile. Et c'est pour ça qu'on doit encore maintenir la pression et qu'on doit assouplir, mais très prudemment. Bon. Bien, merci beaucoup. Merci, Alex. Et puis, on vous retrouve demain, sans faute. Oui, en fait, lundi, moi, demain, je vais être absent, Christian. Je vais vous regarder. Bon, bien, c'est pas nécessaire. Profitez de votre journée de congé.